Sí, listo, Vanessa. ¿Cómo estás, Hola, Vanessa? bien. Acabo de ir a buscar el pastel. Yo lo había olvidado, así que Ah, no te preocupes. Vanessa habla español, pero vamos a intentar hacerlo en francés y en español para que también las personas que se conecten, que solo hablan francés, también puedan entendernos. Entonces, igual y a veces hacemos unas cuantas frases en español y regresamos al francés, para que sepan. Este, Ok, bueno, Vanessa quedó al revés porque hay un problema con las conexiones y el celular, pero no importa, o sea, ustedes lo pueden ver y de todas ouais. formas, cuando lo pase al link de YouTube, vamos a quedar las dos del mismo lado, por si quieren Je peux pas. verlo en YouTube. Es que no tengo el material para ponerlo. Je peux pas le mettre al endroit. J'ai pas ce qu'il faut. No tengo lo. Sí, Ya no, no no lo te puedo. preocupes, Vanessa. Yo creo que de todas formas, cuando enseñes cosas se va a ver bien y cuando yo lo pase a YouTube van a quedar los dos del mismo tamaño y del mismo lado. Entonces está bien. Entonces, si quieres, hago rápido una breve introducción y después ya comenzamos, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, te ves un poco pixeleada, no sé si sea tu conexión. Je sais pas. Je peux pas te dire. Ok, oui, bon, je réponds les chats. Je viens de dire qu'il y a un problème un peu avec oui, le téléphone et le portable et on peut pas tourner l'image de Vanessa, mais c'est pas grave, Je, je pense on peut voir quand même. Et de toute façon, j'ai une page sur YouTube et quand je passe les vidéos sur YouTube, ça sera bien, ça sera toutes de la même. Oui, oui, ça sera bien. je peux, je peux me mettre comme ça, mais du coup, j'ai pas les mains libres. Mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est comme tu veux. Ok. Bueno, ahora sí comenzamos. Muchas gracias, como les dije hace rato, por haberse conectado. Estas son una serie de entrevistas que estoy haciendo cada 8 días los jueves a las 11 de la mañana, en donde se entrevista a diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, gente relacionada con el mundo de los textiles, para que ellos nos cuenten sus caminos y nos inspiren a través de sus historias, porque siento que muchas veces nosotros al escuchar estas historias también nos ayudan a inspirarnos y encontrar nuestros propios caminos. Entonces, hoy tenemos, como les dije, a Vanessa Boudet. Ella es de Francia. Como les dije, habla español, pero lo vamos a hacer en los dos idiomas. Ella es tintorera, tiñe con tintes naturales, ella borda, hace shiboris y también siembra y crece algunas plantas tintores. Entonces, vamos ahora sí a escuchar su historia. Bon, j'ai dit vite fait en français aussi. C'est un programme que je fais chaque semaine, les jeudis à 18h France. Et j'ai fait des entretiens à différents artistes, designers, euh, oui, des gens qui travaillent avec les textiles. Donc aujourd'hui, on va parler avec Vanessa Boudet. Elle est française, elle parle espagnol aussi, mais bon, on va faire en français pour que les gens qui ne parlent pas espagnol puissent comprendre aussi. Alors, on commence. Euh, alors, Vanessa, raconte-moi un peu de toi. Tu viens d'où? T'habites où? Bon, ben déjà, je te remercie. Tu sais que pour moi, c'est un peu compliqué, mais merci. Écoute, bon, j'habite dans le sud de la France, à côté de Toulouse, je suis de Carcassonne, ma famille est de Carcassonne aussi, et aussi du nord de l'Espagne. Et donc, mon village, il est côté français, ça s'appelle Taillagouze. Et c'est en Cerdagne française. Et ma famille est du côté Cerdagne espagnole. Donc c'est dans les Pyrénées, c'est pas loin de l'Andorre. Pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est à côté de l'Andorre. Voilà. Donc je suis du sud de la France. Ok, ok, le pregunté que nos contara un poco sobre ella, de dónde viene, dónde vive. Y ella dice que primero que nada nos agradece por estar aquí. De pronto es un poco complicado con la tecnología, pero aquí está. Y bueno, ella es del sur de Francia, ella vive al lado de Toulouse, pero ella nació en una ciudad que se llama Carcassonne y por lo que yo entiendo es una ciudad que está como la mitad está en España y la mitad está en Francia, ¿o no?
¿O No, te lo expliqué mal. Nací en Carcassonne, que está cerca de Toulouse, está a 1 hora, pero Ah, ok. mi pueblo, y mi pueblo de corazón, mi pueblo y la zona de mi familia es Cerdaña, que está en la montaña, en el Pirineo, y mi pueblo se llama Sayagouz y mi familia, Sayagouz está en Francia, pero la parte de mi familia es de Cerdaña también, pero parte española, así es. Ah, ok, ya, ahora entiendo. Ok, bueno, por eso hablo español y francés, para que sepan. Eh, bueno, seguimos con las siguientes preguntas. Ah, ¿t'as fait quoi comme études? T'as toujours voulu travailler avec le textile et les couleurs? Et non, non, j'ai fait. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être artiste, mais je savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai fait du droit. J'ai fait ma maîtrise, la licenciatura de Derecho en Espagne, en Espagne, je l'ai faite. Et j'ai fait Master 2 en France, avec des spécialisations. Après, j'ai travaillé à l'École nationale de l'aviation civile pendant plusieurs années. J'étais formatrice ou formateur. Et après, j'ai arrêté, je me suis occupée de mes enfants, j'ai fait la photo aussi. Et après, je suis rentrée dans le textile. Mais longtemps après. Ah, ok, está. Ok, le pregunté que qué había estudiado ella, que si siempre se quiso dedicar a los textiles y a los colores. Ella dice que ella quería ser artista de pequeña, pero como que no estaba muy segura, pero después ella estudió Derecho en España, de hecho, y después hizo un Máster 2 en Francia, en donde se especializó, y después trabajó en la Escuela Nacional de Aviación Civil, también con temas de Derecho, y después, bueno, se casó, se ocupó de sus hijos, también después se dedicó un poco a la fotografía, y ahorita le vamos a preguntar cómo fue que hizo pues esta unión. Et alors, c'est comment que tu as fait les liens entre tes études et les textiles et les couleurs et tout ça? En fait, y a pas eu de lien. C'est juste que, à un moment donné, je pense que je suis pas la seule, à un moment donné, dans ta vie, tu te dis, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas du tout ce que je veux faire, en fait. C'est pas ça que je veux faire, c'est pas, ça correspond pas ni à ma manière de vivre, ni à ma manière de penser. Moi, j'ai toujours aimé les plantes, et en fait, c'est par le biais des plantes que je suis arrivée à la couleur. J'ai toujours jardiné. Les amis qui me connaissent, elles savent que je suis toujours avec le jardin. Voilà. Même quand je travaillais à l'ENAC, j'avais besoin de la nature, donc me promener à l'extérieur et m'occuper du jardin. C'est-à-dire faire pousser les plantes. Et donc là, quand tu commences à t'intéresser à quelque chose, tu cherches des noms, et puis puisque tu connais des noms, tu te rends compte que certaines plantes sont utiles pour plein de choses, pas que pour les humains. Et quand je dis utile, c'est au sens large. Parce que nous, on voit l'utilité toujours que côté de l'humanité, mais en fait, elles sont utiles pour beaucoup de choses. Et voilà. Et après, tu vas voir, ah ben, je découvre les plantes qui sont comestibles, les plantes qui font ci, les plantes qui font ça, les abeilles, etc., etc. Et après, un jour, j'ai fait un stage de teinture végétale. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Mais je suis déjà grande. Ok, espera. Ok, entonces le pregunté que cómo hizo ella justamente esta unión entre sus estudios y los textiles, porque bueno, no tiene mucho que ver el derecho. Entonces ella dice que en algún momento en tu vida te empiezas a preguntar qué es lo que realmente quieres hacer, si realmente te gusta lo que haces. Y bueno, se dio cuenta que realmente quería hacer otra cosa, algo que correspondiera más con su forma de pensar. Entonces ella se empezó a dedicar a las plantas y a través pues, de las plantas, Tengo porque problemas siempre ha de estado como conexión. involucrada con la naturaleza, con los jardines, ella empezó a sembrar plantas y se dio cuenta que eran útiles para muchísimas cosas. O sea, descubrió las plantas comestibles, medicinales, algunas son para esto, otras para otro. Y después en algún momento tomó un taller de tintes naturales y le encantó, se dio cuenta que esto es lo que quería hacer cuando fuera grande. y y bueno, así fue como comenzó, pero sí fue más bien por el lado de las plantas que ella llegó a los tintes naturales. Sí. Entonces, bon,
T'es passionné de ton travail? Raconte-nous pourquoi. Ah, écoute, je crois que je j'aurais pas assez d'une seule vie pour découvrir tout ce que je veux découvrir. Et à chaque fois que tu cherches quelque chose, que tu découvres une plante, que tu vois les couleurs qu'elles peuvent avoir, mais aussi toutes les autres propriétés, en fait, plus tu cherches et plus tu découvres de choses, et plus tu découvres de choses, et plus tu as envie de chercher encore. Donc, c'est toujours pareil, c'est que quand tu commences à tirer le fil, et pas que de couture ou de broderie, quand tu commences à tirer le fil, tu te rends compte qu'il y a plein de connexions sur d'autres choses, et c'est passionnant. Ok. Le pregunté que si ella se sentía apasionada por su trabajo y que nos contara por qué. Ella dice que sí, que cada vez descubres algo nuevo, un nuevo color, y entre más descubres, más quieres investigar y te dan ganas de buscar más y de hacer más. Entonces, cuando comienzas realmente como a tirar del hilo, te das cuenta que hay conexiones con otras cosas y con todas las cosas, y eso realmente es muy apasionante. Entonces, bon, alors, quelle personne, endroit, situation t'ont amené ici? Peut-être des expériences qui t'ont marqué? En fait, si tu veux, ce que je te disais, c'est que c'est les plantes qui m'intéressaient à la base. Et quand un jour j'ai découvert, je sais plus comment, hein, il y a très très longtemps, des vieux traités de, de, de teinture naturelle. Donc ça datait du 16e ou 17e, je me souviens plus. Et j'avais lu tous ces traités, je trouvais ça passionnant. Et le problème, c'est que toutes les techniques qu'il y avait à l'époque, elles étaient utilisées avec des produits qui étaient hyper dangereux. Et donc, du coup, je me suis posé la question s'il existait de nos jours des personnes qui faisaient ça avec des techniques plus écologiques. Et petit à petit, à force de chercher, j'ai trouvé Mon jardin de Henri et Michel Garcia, comme beaucoup de monde. Et là, c'est vrai que voilà, je les ai contactés, je suis allée là-bas, j'ai découvert Couleur Garance. Au départ, c'était juste un lieu, c'était juste un jardin, et puis après, ça a été la découverte des plantes par elles-mêmes, et ça a été aussi des amitiés. Attends. Bueno, le pregunté qué personas o qué situaciones la habían llevado a donde está ahora, que tal vez algunas experiencias que la hayan marcado. Y ella dice que sí, que como nos comentó hace rato, son las plantas las que realmente la llevaron a este camino. Y bueno, ella se encontró como con viejos tratados de tintes naturales del siglo XII o XIII, me parecen. Y bueno, ella lo encontró... ¿Perdón? 17. Más, 17, perdón. El siglo XVII, y dice que ella lo encontró apasionante, pero también leyendo se dio cuenta que muchas de las técnicas que utilizaban eran un poco peligrosas. Entonces, ella se preguntó si habría una manera más ecológica de hacerlo. Y bueno, buscando fue como ella llegó a Couleur Garance, que es la asociación donde yo también aprendí en Francia, y que hemos entrevistado a Liz y a otras personas que están ahí. Y bueno, al principio solo empezó siendo un jardín y los talleres, y después pues se empezó a involucrar más y acabó haciendo amistades y se volvió como en algo más importante. Sí, porque la verdad es que yo creo que aparte de lo que aprendes, de lo que descubres sobre tu trabajo, porque ahora es mi trabajo. Je le dis en espagnol. Está bien, como tú quieras. No, comment hablas en espagnol Non, ce que je voulais dire, c'est que au départ, c'est vrai que c'est plus une recherche donc personnelle, et une fois que tu rentres dans ce milieu, tu découvres des gens aussi. Et les gens, après, il y en a qui sont extraordinaires. Et donc, c'est vrai que c'est assez fantastique, hein. C'est-à-dire qu'après, tu tisses des liens avec d'autres personnes. Et ça, c'est aussi une partie importante de. Alors, c'est pas, pour moi, c'est même plus un travail, quoi. Ça fait partie, c'est juste ma vie de tous les jours, quoi. Donc, voilà, c'est des choses que je fais pour travailler, effectivement, mais en fait, c'est juste ma vie, et ce sont des amis, des rencontres, et j'espère de futures rencontres aussi.
plus tard. Donc, et peut-être des voyages aussi. Donc, c'est ça qui est important, c'est que tu tisses des liens avec d'autres personnes. Ok. Bueno, ella lo que está diciendo es que, bueno, que también para ella es más como una búsqueda personal y una vez que entras en el medio, conoces gente, gente extraordinaria y realmente eso es fantástico porque tejes relaciones con otras personas y se vuelve algo más que un trabajo, se vuelve su vida. Entonces, todos estos encuentros presentes y esperamos también futuros son encuentros muy importantes y también se vuelve parte como de todo este, bueno, eso lo agregué un poco yo, pero como todo este mundo de los tintes naturales. Oui. Et tu vois, dans les voyages, par exemple, moi, j'en ai pas fait beaucoup depuis que je suis teinturière. J'en faisais dans mon ancien métier, mais depuis que je suis teinturière, j'en ai pas fait beaucoup. Mais un qui m'a marqué, et on s'est retrouvé d'ailleurs là-bas au Japon. Le voyage au Japon, ça a été pour moi une révélation, quoi. Pour l'instant, c'est le voyage de ma vie. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ah, oui. Rencontrer plein d'autres personnes, voilà. Mais c'est vrai que ça a été fantastique hein, d'être là, de voir les artisans travailler, d'être avec eux toute la journée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ok, entonces, bueno, lo que ella agregó también es que hizo un viaje a Japón, en donde, bueno, nosotras nos vimos allá. Y este viaje a Japón fue muy importante, que de hecho yo creo que dice que ha sido el mejor viaje de su vida, porque encontró a muchas personas, fue fantástico estar ahí, ver a los artesanos trabajar. Y bueno, este viaje ya no lo dijo, pero yo se los digo, estuvo con Boaizu. Boaizu son unos japoneses que trabajan con el índigo de la manera tradicional, se los voy a escribir en el chat. Y ella estuvo con ellos durante 10 días, entonces aprendiendo de ellos y fue realmente un viaje maravilloso, ¿verdad, Vanessa? Sí. Et bueno, con ellos en el taller, avec eux dans l'atelier, mais aussi on était un groupe, donc c'était du coup j'ai connu d'autres personnes qui travaillent aussi les teintures naturelles en France. Et voilà, donc c'était vraiment une super expérience. C'est fantastique de voir les champs, de comprendre comment ils cultivent aussi, de voir les champs. On avait les champs juste à côté, de les voir, enfin, voilà, les voir travailler, voir le geste, le geste de l'artisan, le geste qui devient, comment dire, ils s'en rendent même plus compte. Enfin, à un moment donné, quand tu travailles dans un métier que tu aimes et que il fait partie de toi, tu t'en rends même plus compte et il est beau. Et je trouvais ça super de pouvoir les observer, là, de les regarder travailler, c'était magnifique. Attends. Ok. Entonces ella dice que, bueno, a este taller que yo les comento que fue en Japón, ella no fue sola, iba con un grupo, entonces también pudo conocer a otras personas que también trabajan con los tintes naturales y eso realmente fue maravilloso, el poder convivir con ellos. Y, bueno, ver los campos, ver cómo trabajan, ver los procesos y, bueno, cuando trabajas en algo que te gusta, esto se vuelve parte de ti y eso es lo hermoso también. Y también poder ver cómo alguien más trabaja esto es magnífico. Entonces, bon, raconte-nous un peu de ton travail avec les teintures végétales et les couleurs. Alors, bah, écoute, moi, je fais plutôt du bleu. Je suis plutôt spécialisée sur l'indigo, donc le pigment. Et je travaille avec trois pigments en fait d'indigo, le pigment de pastel, le pigment de persicaire, donc et le pigment d'indigotier. Donc je travaille avec l'indigo d'Isatis, Isatis tinctoria, l'indigo de Persicaria tinctoria et l'indigo d'Indigofera tinctoria. Avec les trois. Après, je fais d'autres couleurs aussi, mais c'est le bleu qui me plaît. C'est le bleu, il y a la couleur, mais il y a aussi, là c'est pareil. Là, il n'y a pas que ça. Il y a la couleur
là, on est sur quelque chose de plus, comment dire, de global. C'est-à-dire que la teinture, la cuve de teinture, elle est vraiment particulière. Elle a une odeur, elle a une couleur, elle a une densité. Tu as la texture que tu as quand tu la touches. Tu as les odeurs qui sont particulières. L'odeur de la cuve de pastel, elle est différente de la cuve de perticaire et elle est différente de la cuve d'indigo. Euh, En même temps, il y a quand même des similitudes. Mais bon, voilà. Donc, à chaque fois, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Et même des fois, les personnes chez qui je vais faire les ateliers, c'est-à-dire par exemple, je travaille avec un prof de lycée, il me dit des fois, quand tu parles de la cuve, tu parles comme une personne. Parce qu'en fait, il faut la chouchouter, elle a trop froid, je l'ai transportée, il faut lui redonner à manger, il faut la nourrir, voilà, et il faut s'occuper d'elle. Et c'est vrai que c'est presque pas comme une personne, mais un peu, oui, comme une présence en plus, quoi, dans l'atelier. A ver, espera, déjame traduzco. Ok, déjenme les traduzco. Le pregunté que si nos contara un poco sobre su trabajo con los tintes naturales y los colores. Ella nos dice que sobre todo hace cosas con índigo, ella le encanta el índigo y bueno, también trabaja con otros pigmentos, pero su preferido es el azul. Entonces ella trabaja con 3 plantas diferentes de índigo, que sería el pastel, que es el que es originario de Europa y que se llama Isatis tintoria. También trabaja con la persicaria, bueno, ella le llama persicaria, es la persicaria tintoria, que es la que también se usa en Japón. Y también trabaja con la indigófera tintoria. Entonces ella dice que, bueno, a la hora de hacer un baño, todos tienen como distintas texturas y distintos colores. Entonces, por ejemplo, el olor del baño de pastel y es muy distinto, por ejemplo, a los otros baños. Entonces, tienen similitudes también. Hay en cosas en donde estos 3 baños se parecen, pero también hay cosas que son muy particulares de cada uno. Entonces dice que ella platicando con un profesor de liceo, de la prepa, yo creo, que con ella, que estaba platicando con él y que él le dice que ella habla del índigo como si fuera una persona. Entonces, porque ella habla de alimentarlo, de cuidarlo. Y bueno, dice, tal vez no es como una persona, pero es más como si fuera una presencia, como una presencia que está ahí en el taller y que definitivamente hay que estarlo cuidando y viendo que esté bien. Entonces, eso es lo que nos estaba diciendo. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre, Vanessa. Que je fais plein de choses différentes. Donc, tu me demandais ce que je faisais dans les teintures naturelles. Alors, oui, je fais du shibori. Alors, évidemment, quand je dis je fais du shibori, je le dis avec toute l'humilité que je peux avoir parce que on est d'accord que voilà, je peux pas me mesurer au maître de shibori. Et je dis de shibori, je dis pas teinturier parce que le shibori c'est la technique qui permet de faire les réserves et c'est un travail à part. Alors maintenant, plein de teinturiers, la plupart des teinturiers font le shibori et la teinture après. Mais au Japon, c'est quand même une spécialité. Et d'ailleurs, maintenant, ce sont les anciens qui ont cette technique. Et il y en a de plus en plus qui disparaissent et qui essaient de transmettre cette technique qui est vraiment spécifique. Donc, la technique du shibori. Donc, je fais du shibori. Voilà. Pas au niveau des Japonais. Je pense que je ne sais pas si un jour je serai à leur niveau. Mais voilà, je trouve ça très très beau. Il y a beaucoup de surprises. C'est-à-dire que d'un côté, le shibori, je trouve ça vraiment super chouette parce que d'un côté, tu as la technique qu'il faut maîtriser, le geste qu'il faut maîtriser, tu utilises va avoir une incidence obligatoire sur le motif que tu vas avoir. Mais de notre côté, tu as toujours quand même cette surprise. C'est-à-dire au moment, et ça, toutes les personnes qui font du tie-and-dye ou du shibori ou d'autres techniques qui sont similaires, parce que sur tous les continents, on a des techniques similaires.
au moment où tu ouvres, c'est quand même le moment où tu découvres ton dessin, ton motif, tu sais ce que tu as voulu faire, mais il y a toujours une part de découverte. Et je trouve ça assez agréable. À chaque fois, en fait, tu te fais un cadeau. A ver, espera. Ok, entonces ella también nos está contando que ella trabaja con el Shibori. Ella dice que sí trabaja con el Shibori, pero que muy humildemente, porque no puede realmente decir que es una maestra de Shibori y compararse con los japoneses. El Shibori es una técnica para hacer reservas en la tela. Uno, bueno, esto lo agrego yo, pero uno cose o hace dobleces para que después cuando uno lo deshace, sale el estampado o el dibujo junto con el tinte. Entonces, ella dice que el shibori realmente es un trabajo aparte, distinto del teñido, porque hay gente que solamente tiñe, hay gente que solamente hace shibori o como ella que hace las dos. Entonces, en Japón, hoy son los ancianos los que tienen esta técnica que es muy específica. Y bueno, otra vez vuelvo a decir que sí, ella hace shibori, pero no al nivel de los japoneses. A ella le gusta mucho esta técnica, se le hace muy hermosa. Y también le gusta la sorpresa, porque siempre que uno abre y deshace este doblez o estas costuras, siempre hay como un descubrimiento y es como un regalo y es muy agradable. Entonces, bueno, está la técnica, está el gesto y y bueno, y el descubrimiento a la hora de abrir la tela y ver qué fue lo que sale, qué estampado sale. Um, et tu travailles avec quelle fibre? Les cotons peut-être ou je sais pas les Alors, lins. oui, oui. Alors, c'est vrai que moi, alors, dans les vidéos, les interviews que tu as fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient avec le coton. Moi, j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la laine et la soie. Après, je sais pas, peut-être que c'est une idée que je me fais comme ça. Moi, je travaille beaucoup avec du coton, notamment des cotons, parce que je récupère des draps anciens. Ah, ok. Donc, oui, en fait, j'aime pas trop jeter. Enfin, j'aime pas jeter. Donc, je travaille avec des draps anciens. Donc, tu as des textures et des épaisseurs, des tissages qui sont complètement différents à chaque fois. Donc, là aussi, c'est super intéressant. J'aime toutes les fibres, on va dire toutes les fibres végétales. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé travailler? La soie d'abaca, la soie de bananier, l'abaca. Euh, j'ai travaillé aussi avec de l'ortie parce que je fais du crochet aussi. Alors, du coup, j'avais fait des choses avec au crochet. Qu'est-ce que j'ai travaillé? Alors, bon, j'ai travaillé la soie. La soie, ça me, je peux pas dire que ça me plaise beaucoup. Par contre, quand je suis allée au Japon, je suis revenue avec des soies du Japon, par le biais d'Arumi d'ailleurs. Et ces soies, elles étaient mais extraordinaires. Et là, alors là, bon, là, tu te dis, mais ma journée, c'est la meilleure journée de toute ma vie. Tu t'aimes, c'est quelque chose de fantastique. Et cette soie, elle est. Donc là, bon, oui, quand tu travailles avec des tissus d'exception, je crois que quelle que soit la matière, à un moment donné, là, c'est le plaisir total. C'est fantastique. Ok, déjame traduzco. Le pregunté con qué fibras trabajaba más seguido y ella dice que le gusta mucho trabajar con bueno, que ha visto que en otras entrevistas que he hecho hay muchas personas que trabajan con algodón, pero ella tiene la impresión que en Francia muchas personas más bien trabajan con lana y seda. Ella trabaja con algodón porque trabaja con sábanas antiguas. Entonces ella recupera estas sábanas porque no le gusta tirar las cosas, entonces usa estas sábanas recuperadas para teñirlas. Y bueno, eso da también que cada vez tienen tejidos diferentes y eso es muy interesante. A ella le gustan mucho las fibras vegetales. También ha trabajado con Tadi Soie de Bananier.
Sí, sed de abaca. Abaca es el nombre que más se encuentra, la soie d'abaca, c'est ce qu'on, si tu cherches soie d'abaca, sed de abaca, A, B, B, B De burro. eso. A, C, A, abaca, o de C, bueno, no me acuerdo, no importa. Es que es una fibra, ay, hay un teléfono que, es una fibra que es súper, súper agradable. El lino también, El el lino, lino ok. también. Ah, sí. Bueno, pues ya, bueno, yo escucharon esa fibra que no sabía yo cómo traducirla. También habló de la ortiga, porque dice que ella también trabaja mucho el crochet. La seda, también ha trabajado con la seda, aunque normalmente a ella no le gusta mucho la seda, pero cuando fue a Japón, ella regresó con unas telas que compró allá de seda y esa seda sí le gustó mucho y fue un placer realmente teñirla. Entonces, dice que bueno, sin importar la tela, siempre es un placer teñir. Alors Vanessa, est-ce que tu peux nous montrer peut-être je sais pas, quelques pièces de ton travail, ton herbert, ça se dit comme ça, herbert, ¿De qué? tu herbolario, si nos puedes enseñar Ah, algunas cosas de tu trabajo, ah, tu herbolario, o lo que tengas sí. por aquí. Es que si te lo enseño tengo que poner no lo, No tengo que importa, no poner, importa, voltealo, no pasa nada. espera, espera, Si nos va a a enseñar ver, algunas cosas de su trabajo, tiene un herbolario hermoso también, para que lo vean. espera. Primero lo que te voy a enseñar porque después es que fui a buscar, esto es pastel, que es pequeño, Qué lindo. Esta es la es planta, ajá, la planta que es originaria de Europa, Isatis tintoria. Ahí la pueden ver. Pastel, le dicen. sí, esta es súper pequeña porque normalmente sube hasta aquí, ¿eh? Ok. Pero las gallinas, en fait, là, elle est toute petite parce que les poules me l'ont mangée. Ah, ok. A ver, ¿qué quieres ver? A ver, te enseño. Alors, je vais vous montrer. Attends. Ah, si, regarde. Ça, c'est l'arami de mon jardin et ça, c'est l'arami de Tokushima. Ah, ok, ok. Du Bueno, el Japon. lado derecho es de su jardín y del lado izquierdo es de Tokushima. Les cousines Japon et France. Donc, l'arami, c'est une plante textile, mais qui est aussi utilisée pour le papier. Ok, olvidé buscar cómo se dice rami en español, rami, pero es una planta que se usa también para hacer papel. El nombre es Boemeria. El nombre Bohemia. latín. Le nom latin, Boemeria. Ok, B-O-H-E-M-E-R-I-A. ok. Ça, c'est du lin. Ah, es lino, ok. Oui, lino. Qu'est-ce que tu veux? Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer le pastel. Ok. Nos va a enseñar el pastel que les digo que es el índigo de Europa, Isatis tintoria. Alors, ça, c'est la fleur. Alors, c'est le haut, hein, le haut de la fleur. C'est une plante de la famille des Brassicacées, Brassicaceas, Ok. et de la famille du chou, de la familia Es del de la col, familia de la col. de la col. Et donc, ça, c'était bon il y a quelques années, j'en avais dans le jardin. Et el segundo año, la deuxième année, en fait, il monte en fleurs. Et ça peut monter assez haut. Ça peut monter à plus de 1,50 m de hauteur. Crece muy Donc alto ça, y c'est el une toute, segundo año dio flores. Ah, donc ça, c'est une toute petite partie. Et ça, ce sont des feuilles. Alors, attends. estas son Ça, hojas. Ah, alors, ça, ce sont des feuilles de première année. Donc, elles peuvent être assez grandes. las hojas Cette del année, j'en primer ai des año. plus grandes. Ça, c'est la première année. Et ça, la seconde année, quand elles montent en fleurs. Segundo año cuando crecen las flores. Estas son el pastel, recuerden, que es el índigo. Oui, ça fait partie. Et ce sont celles de première année qu'on utilise pour faire la teinture, Ok. pour extraire le pigment. Ah, y ahí está, ok.
Esa es una ça, c'est le pigment qu'il impresión, y a dans les ¿cierto? Sí, Si, si, ella a la si. hora de que uno martilla la hoja queda el estampado azul, como pueden ver ahí, que se Ça, ve c'est une impression. que tiene la indigotina adentro. En fait, quand c'est l'été qu'elle a bien poussé, si tu tapes dessus, en fait, il y a le pigment qui va rester. Ça, c'est la feuille sur le tissu qui n'a pas été nettoyé. Quand c'est nettoyé, il reste toute la partie de la chlorophylle part, mais il reste l'indigo. Que cuando uno martilla la hoja, primero queda verde porque queda la clorofila, pero después a la hora de que uno la limpia, la lava, se quita lo verde y queda solamente la parte del pigmento azul que se puede ver ahí. Ok. Alors ça c'est la partie, ça c'est une feuille de deuxième année aussi. Elle est complètement différente Esta es de la otra feuille de hoja première. también de segundo año, pero es muy distinta a la otra que nos enseña. Ça c'est la persicaire. Esta es la persicaria, que les digo que es el índigo, bueno, que usan en Japón y en otras partes de Asia. Celle-là, c'est de mon jardin, mais celle-là, c'est de Tokushima aussi. Ese es de Tokushima. Du Japón. Tokushima es un lugar en Japón en donde crecen el índigo, entonces ahí también Ça, pueden ver las azules, como la martilló también. Ça aussi, c'est du tissu et c'est le pigment qui est à l'intérieur. Et ça, alors, ça, c'est le petit indigotier qui a fleuri cet été dans mon jardin. Ese es el pequeño indigofera que creció en su jardín este año. Ajá. Ça, c'est le Tintoria. Este es Indigofera tintoria, que es más bien las que crecen de este lado en América. Et celui-là, c'est la première année que je l'ai, c'est l'Indigofera australis. Este es Indigofera australis, que es el primer año que lo tiene. ¿Esa viene es de Australia o de dónde es originaria esa, Vanessa? Oui, en fait, c'est une amie qui a été en Australie, qui m'a ramené les graines. Es una amiga en Australia que le trajo las semillas y así fue como comenzó a sembrar esta planta. Et ça, alors celle-là, je l'ai aussi dans le jardin. Alors cette année, j'ai fait un test. C'est le strobilante. Esta es otra planta que se llama también de índigo, que es estrobilantes. Entonces está haciendo... Et là, j'ai fait le test de voir si elle résistait cet hiver parce que ça faisait 2 ans que je l'avais à l'intérieur. Et je suis en train de faire les tests pour voir si elle résiste à cet hiver. Là, pour l'instant, elle résiste. Et donc, on va voir. Hacía 2 años que tenía esta planta, pero adentro de su casa, y este año acaba de hacer la prueba a ver si resiste el invierno afuera. Entonces vamos a ver, por ahora está bien, a ver qué pasa. Ah, ok. Et alors, t'as les pastels aussi, les petits boules, je pense? Oui, je vais te les montrer. Donc, alors, attends, parce que là, je suis obligée d'utiliser une seule main. Attends. Donc, alors, ça, je sais pas si tu alcanzan a ver esa bolita. Ajá. Okay. Alors, ça, c'est une cocagne. Es una bola de cocaña. Espero que esté traduciendo bien yo. Ajá. El nombre es cocaña. Cocaña, ok. Es una cocaña. Voilà. Y esto es son les feuilles de première année qui sont broyées et qui en fait à l'époque donc à partir du moment où on a commencé à cultiver le pastel en France pour faire de teinture, en fait on n'avait pas encore la technique pour extraire le pigment d'indigo de la feuille du pastel. Et du coup, à l'époque, on faisait des boules qui permettaient une fermentation de l'indigo à l'intérieur. D'ailleurs, il y a une technique avec... alors, je me demande justement si c'est pas avec... Je sais pas si c'est pas avec les strobilanthes, mais je suis pas sûre. En Afrique, il y a une technique qui est identique, ils font des boules aussi. Alors, je ne sais pas si c'est avec les strobilanthes ou avec l'Indigofera, mais cette technique, elle est utilisée sur plusieurs continents. Maintenant, c'est de manière, voilà, il y a très peu de personnes qui l'utilisent, mais voilà, c'est comme ça qu'on transformait la feuille
pour la réutiliser pour les cuves de teinture. Alors ça, c'était la première phase, parce qu'il fallait les faire, d'abord les broyer, ensuite il fallait enlever le jus, ensuite il fallait les former, les boules, les faire sécher, les rebroyer, les remouiller, et ensuite on pouvait faire les teintures. Donc c'était un processus qui était très 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 long. Ok. T'as dit qu'il faut mouiller? T'as dit? Oui. Après les broyer, il faut Oui. mouiller? Non. D'abord, tu as la feuille qui est fraîche. Tu la cueilles. Elle est broyée. Ensuite, on laisse enlever toute l'humidité. Ensuite, on fait les boules. Elles sèchent, les cocaignes. On fait les cocaignes, elles sèchent, et ensuite, tu les rebroies. Et après, il faut les remouiller. C'est tout un processus qui est l'équivalent, en fait, de manière différente, mais c'est l'équivalent du sukumo. Alors, le sukumo, attends. Attends, laisse-moi faire la traducción, vite fait. Oui. Désolé. Ok. Bueno, esa bolita que estaban viendo en la pantalla, que no sé si ahorita nos puedo volver a enseñar Vanessa, esa bolita son las hojas del pastel, que es el índigo europeo, que es el Isatis tintoria. Estas son las hojas del primer año. Entonces, antes, cuando se cultivaba el pastel en Francia, no tenían la técnica para poder extraer el pigmento del pastel, o sea, el pigmento del índigo. Entonces, lo que hacían era esta técnica, hacían estas bolitas, que al final es como si fuera una fermentación de índigo al interior. En África hay una técnica muy parecida, donde también se hacen estas bolas. Y bueno, creo que en África no sabemos si se hace con estrobilantes, que es otro tipo de índigo que nos enseñó hace rato, o con indigófera. Entonces, en varios continentes se ha hecho esto de hacer las bolitas. Ahorita, obviamente, en Francia ya casi nadie utiliza esta técnica, pero así era como ellos lograban transformar las hojas para que después se pudieran utilizar para teñir. Entonces, lo primero que hacían era que las, ¿cómo on dit broyer, Vanessa? J'oublie. Bueno, deshacían las hojas, las molían, moler. No es moler, espera, lo voy a buscar. Ay, es que no es moler, pero bueno, es casi. Bueno, no es exactamente. Agarran las hojas, las deshacen, las muelen, después hacían estas bolitas, las dejaban secar, las volvían como a moler y después le quitaban espérame, lo anoté más abajo, le quitaban la humedad, la secaban y ya como les digo, con estas bolas después ya podían teñir. Entonces esa es la técnica pues tradicional de esa parte de Francia. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre par rapport au sukumo ou en fait, peut-être l'histoire du pastel, peut-être. C'est quoi? C'est sukumo, c'est ça? Non, c'est quoi? Sukumo. Sí, okay, c'est du sukumo. El sukumo, que ese es el índigo japonés, que es una técnica un poco parecida donde también lo fermentan. Voilà. Donc ça, c'est avec les feuilles de la persicaire qui sont broyées, qui sont fermentées plusieurs mois. Et donc, il y a toute une technique qui est très, très longue. C'est une forme de compost qui est resséchée aussi. Et ça, c'est utilisé. Donc, ça, c'est la technique traditionnelle, notamment de Tokushima. Ok, bueno, estoy explicando el sukumo, que ese ya es otro tema aparte, pero es la forma como hacen ellos, como ellos, se podría decir, no extraen, pero como ellos logran tener el índigo de la Persicaria tintoria, que es la planta que ellos usan. Entonces, igual es un proceso de fermentación, en donde a pesar de que parece como tierra, de esta tierra es de donde después agarran para poder crear un baño de índigo. Entonces, bueno, tengo algunos posts en mi Instagram sobre el sukumo. Tal vez ahí pueden leerlo más fácil, o también les voy a poner un link en mis historias para que lean más sobre eso. Pero es muy parecido también a esta técnica de las bolas de Francia. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par rapport à l'histoire du sukumo, peut-être? Du sukumo, du pastel, pardon. Donc, écoute, tu sais, en fait, ici, à Toulouse, en tous les cas, on est dans la région du pastel. Donc, on est dans la région du bleu, mais la région historique. Donc, si tu veux, toute la zone là,
Bon, maintenant, c'est de nouveau très, très à la mode, la teinture au pastel. Ça avait été perdu pendant assez longtemps. Alors, quand je dis perdu, pas perdu vraiment, mais c'était plus utilisé. Mais maintenant, il y a beaucoup de teinturiers qui travaillent que le pastel et d'autres qui sont comme moi qui travaillent avec aussi le pastel. Donc, toute la ville de Toulouse, tous ceux qui connaissent le centre de Toulouse a été construit avec l'argent du pastel. ¿Avec quoi, pardon? Con el dinero del pastel. Ah, ok. Et, oui, en fait, si tu veux, historiquement, en France, il y a alors, ils ont retrouvé, alors ça, je peux pas te dire exactement, mais j'ai trouvé un article là-dessus. Ils ont trouvé en France des graines de pastel. Donc, il y a une attestation enfin, c'est attesté historiquement que le pastel avait été utilisé depuis très, très, très longtemps. Donc, ils ont été utilisés à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils ont trouvé des sites avec des graines de pastel. Donc, ils pensent qu'il y avait une culture du pastel, mais ça reste hypothétique. Par contre, après, on est certain que le pastel a été utilisé par toute la zone européenne. Les Celtes l'ont utilisé, les Romains l'ont utilisé. Enfin, c'est une plante qui c'était notre plante à bleu. Mais en fait, l'histoire du pastel, pour nous en tous les cas, elle commence vraiment à démarrer à partir du Moyen Âge. Parce que le bleu, c'était pas une couleur qui était très, très utilisée à l'époque. Donc, c'est à partir du Moyen Âge qu'il commence à y avoir des, cultures un peu plus importantes. Et ici, alors il y a quelques années, je me souviens, j'avais été voir un colloque d'historiens qui était spécialisé justement sur le pastel. Et ils expliquaient, c'était super intéressant, en fait, ils expliquaient qu'il y avait déjà du commerce régional à c'était un petit commerce. Et après, on a eu ce qu'on appelle la période très riche donc de Toulouse, c'est plutôt au XVIe siècle. Et là, c'est vrai que là, ça a été une explosion. Mais là, on est sur du commerce international. Là, on est sur du gros commerce, sur des gros volumes. Ça part des frontières, ça part par bateau, ça part. Donc là, on est sur une grosse production. Et après, il y a la disparition du pastel petit à petit et des autres indigos, de toutes les cultures de plantes indigo. De toute façon, au niveau international, à partir du moment où on va utiliser des produits de synthèse. Ok, déjame traducir. Ok, nos contó un poco sobre la historia del pastel, que como les digo, el pastel es Isatis tintoria, que es el índigo que se utiliza en Francia y en otras partes de Europa. Entonces, bueno, ella, Vanessa, vive en Toulouse. Realmente Toulouse es la región del azul, históricamente. Y ahorita, en estos momentos, está muy de moda el teñido con pastel. Hubo una época en donde realmente, no es que se haya perdido, pero ya no se utilizaba tanto. Pero ahorita sí hay muchos tintoreros que trabajan y tiñen con el pastel. Entonces, bueno, ella dice que todo Toulouse, de hecho, el centro fue como construido con dinero del pastel, y históricamente en Francia encontró como, espérame, déjame ver, sí, que bueno, encontré un artículo en donde decía, perdón, que encontraron semillas de pastel desde hace mucho, de hecho desde 400 años antes de Cristo ya se encontraron semillas de pastel, y eso está escrito. Y bueno, al parecer el pastel fue utilizado en toda la zona europea. Los celtas lo utilizaron, los romanos lo utilizaron, todos. Entonces, después, cuando llegó la Edad Media, y fue después de la Edad Media, en donde empezó a sembrarse más y tuvo como un apogeo más grande, empezó a haber un comercio del pastel,
hubo como una explosión del comercio internacional, se empezó a comerciar con él en barco, empezó a pasar fronteras, aunque después también empezaron a llegar los otros tipos de índigo también, de otras partes del mundo, y hasta que finalmente llegó el índigo sintético, que fue el que vino a reemplazar el índigo natural. Entonces, bueno, para que tengan más o menos como un panorama de cómo fue que esta historia del índigo en Europa y en Francia, que tal vez a veces no tenemos tan presente. Bon, c'est très succinct, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, c'est pas possible de tout dire en une seule fois, c'est pas possible. Oui, yo sé. Et Dice en que hay France, muchas cosas en por France, decir, pero no se puede decir todo como en tan poco tiempo. alors, Pardon. il faut quand même dire qu'en France, il y a une autre région, même deux, mais une autre en particulier, la région du nord de la France, qui a été une autre des régions historiques de la culture du pastel. Et il y a aussi la Normandie. Et nous, dans le sud de la France, on appelle ça pastel, mais Vous dans le l'appelez nord, comment, pardon? nous, l'isatis, on l'appelle pastel, Oui, oui, oui. parce que voilà, ça vient de la pâte qu'on broyait avec les feuilles. Mais dans le nord, ils appellent ça la oued. Dans le nord de la Ah, France, c'est aussi une zone historique de culture du pastel, et ils appellent ça la oued. mais non, ça c'est dans la Normandie, tu m'as dit? Le nord, un peu, il y en a eu aussi en Normandie, mais c'est surtout le nord qui était le nord de la France. Ok. Dice que, Amiens, par exemple. Amiens. ok. Dice que también es importante mencionar que hay otra región también al norte de Francia, en donde también es conocida por su parte histórica con el índigo, con el azul. Como les digo, tú estás más bien en el sur y esta otra parte está en el norte. Puede ser una parte de Normandía, pero el norte en general. Y ahí le llaman guet. Ahí no le llaman pastel, me parece, le llaman guet. ¿Cierto, Vanessa? Sí, bueno, justo, la Normandía es una parte que hubo, bueno, unas culturas, pero en el norte-norte, en la zona de Amiens, sí que había también cultura más importante, como en Toulouse había, bueno, era una zona importante de cultura de pastel, y ellos no dicen pastel, dicen wed, Ok. con W, que se parece a wod Ah, sí, en claro. De hecho, fue inglés. lo que me pareció que se parecía a Woad. Ajá. Ok. Sí, de hecho, ajá, bueno, le dicen Wed, que se parece a Woad voy a escribir el nombre en inglés porque no sé bien cómo se escriben. Como en español, bueno, en español se dice gualda Sí, sí, también. sí. Sí, cierto. Bueno, no, pero la Walda es más bien la God. O Napel Walda, la God. Ah, porque es que hay unos que a mí me dijeron gualda para decir pastel, así que no lo sé. Es confuso a veces porque aparte aquí en México es muy difícil conseguir Walda, entonces, pero bueno, ajá, en general Walda es God. La gualda. Bueno, De acuerdo. entonces, alors, tu penses que l'endroit où tu habites t'inspire aussi d'une certaine manière ou tu trouves où tes inspirations? L'endroit, non, pas trop. Non? Je vis en ville. Non, je peux pas dire que ça m'inspire, mais ce qui m'inspire, c'est mes expériences passées, les gens que j'ai rencontrés, les lieux où j'ai vécu. Parce que j'ai vécu donc dans les Pyrénées. Donc, quand tu vis dans des endroits où en fait tu as les montagnes et le ciel, et que tu as les montagnes, le ciel et les arbres et les plantes, et tu n'as rien d'autre, tu vois. On est dans des tout petits villages. Donc ça, oui, c'est inspirant. Qui m'inspire aussi quand je suis partie dans les Asturies, en Espagne. Ça, c'est extraordinaire aussi. Là aussi, des rencontres aussi avec des gens merveilleux. Et,
et le paysage. Mais c'est la nature. Je crois que c'est plus la nature en elle-même qui m'inspire que le lieu. Et après, les personnes. Quand je vais voir une exposition, il y a des choses qui me touchent, il y a des artistes qui vont me toucher, les personnes avec les amis, ce que font d'autres personnes. Donc, j'ai pas d'inspiration, je peux pas te dire, je suis inspirée par ça ou ça. C'est plus les rencontres, les balades, les voyages, les expos. Chaque moment, il va y avoir quelque chose qui peut te donner envie de faire une création. Ok. Bueno, le pregunté que si nos puede contar un poco cuáles son sus inspiraciones, si le inspira el lugar en donde viven. Dice que realmente en donde ella vive no le inspira porque es una ciudad, pero lo que le inspira son sus experiencias pasadas, las personas con las que se encuentra, también cuando vivió en los Pirineos, por ejemplo, porque ahí ella estaba en las montañas, con el cielo azul, con los árboles, y eso la inspira mucho. Entonces, la naturaleza en general es lo que le inspira. O, por ejemplo, también cuando va a alguna exposición, lo que ve en esta exposición o lo que hacen otros, esto le inspira también. Entonces bueno, eso es lo que nos dice Vanessa. Ok. Après, je vais presque tous les jours, je vais dans la forêt ou dans les champs, je vais me promener. Donc, obligatoirement, plutôt quand tu sors et que tu es toujours en contact avec la nature, donc avec les plantes qui vont t'aider après à atteindre, obligatoirement, ça te donne envie de faire des choses. Là, par exemple, je vais te montrer hier. Oui. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai vu. Moi, je suis allée me promener, mais pas longtemps. Et j'ai ramené. Regarde. Ah oui, c'est de noix de cal, c'est ça? Regarde. Ok, son agallas de roble. Ajá. Donc, hier j'ai ramassé, voilà, je suis allée me promener, je suis restée pas longtemps et j'ai ramassé tout ça. Donc, Okay. celle-là, par exemple, c'est les noix de Galles épineuses. Et en fait, elles vont donner une petite couleur. Et soit elles peuvent être utilisées avec du fer pour faire des grilles ou des noix. Et tu peux les mettre aussi pour modifier une autre couleur. C'est-à-dire l'avoir comme base, si tu veux, de teinture pour mettre une autre couleur par-dessus. Et ça, c'est super. Et après, je t'en ai pris une autre. Alors, celle-là, elle est plus connue. Laisse-moi expliquer le premier, comme ça il comprend bien. Attends. Bueno, nada más nos dijo rápido antes que casi todos los días ella sale al bosque a caminar y entonces es cuando está con las plantas que realmente le dan ganas de hacer cosas. Entonces nos está enseñando lo que encontró ayer cuando salió a caminar, que son agallas de roble. Entonces primero nos enseñó unas que no sé si vieron, son unas grandotas, y esas sí tienen un poco de color, entonces ella o las mezcla con fierro para lograr colores negros, o las utiliza como mordientes, o para modificar otro color. Y ahorita nos va a enseñar otras que son otro tipo de agallas que son más pequeñas, que le dicen noix de Galles, y estas son bueno, esas no se usan como mordiente y esas no dejan color. Y ahorita que nos siga contando. Et alors, t'as vu, Vanessa, qu'il y a Lise qui disent que ce ne sont pas les mêmes que nous. C'est quelle chaîne? Alors, je pense que c'est celle de Lise, c'est plutôt les petites, donc qui donnent presque pas de couleur. En fait, ça change pas la couleur du tissu. Donc en fait, la noix de Galles, c'est pas un fruit, hein, parce que en fait, il y a des gens qui pensent que c'est un fruit. Donc c'est vraiment le petit insecte qui va piquer un endroit de l'arbre. Et donc ça va créer ces petites boules. Et donc chaque insecte fait une boule différente. Alors, je peux pas répondre à Lise de savoir quelle chaîne c'est, parce qu'ici, en fait, il y a plein de chênes différents. En fait, on a quasiment toute la forêt, ce sont que des chênes. Et il y a plusieurs hectares. Et donc, je me souviens même plus, l'autre jour, j'ai regardé sur Internet.
Je pensais que c'était une forêt qui était ancienne, mais je ne savais pas si elle était très ancienne. Et en fait, si, c'est une forêt qui est vraiment là depuis toujours. Et en fait, il y a plein de quantités de chênes différents. Et même sur les mêmes chênes, je peux trouver celle-là. Je peux trouver euh, la gale épineuse. Et puis après, attends, j'en ai d'autres. Parce que du coup, attends, je vous montre parce que ça, c'est toute la récolte de cette année. Donc en fait, dans les gales, il y a aussi celles-là. Alors celles-là, elles sont plus difficiles à utiliser parce que quand elles sont pas sèches, en fait, elles sont collantes. C'est vraiment pas très agréable. Mais elles peuvent être utilisées aussi parce qu'il y a beaucoup de tanins en fait. Et après, il y en a d'autres que je n'utilise pas du tout. Ce sont celles-là. Mais je les ai ramassées quand même, mais je les utilise pas. Alors, il y a des gales différentes. Oui, sur les mêmes arbres, effectivement. Ouais. Ok, attends, je vais Donc faire la voilà, traduction. en fait, ouais. Ok, attends, parce que yo sé plus où j'étais. Ok, entonces dice, bueno, como les digo, las primeras eran las de roble, que eran más grandes, las segundas eran las chiquitas, y estas chiquitas que vieron que son como más claras, que son agallas. Mm. Hay gente que piensa que son frutas, realmente no es una fruta. Hay un insecto que pica un pedazo de árbol y crea estas bolas. Entonces, cada insecto tiene una bola diferente y estas son las bolas que ustedes ven, que tienen mucho tanino. Los taninos se utilizan para hacer mordientes o también a veces para teñir. Entonces, como les dije, las primeras que nos enseñó tienen color y lo interesante de estas segundas, que se consiguen mucho en Francia, no sé si en otras partes de Europa también, son las agallas de roble que son incoloras. Entonces, cuando uno la usa para preparar la tela como mordiente, no cambian el color. No lo modifican, entonces eso está muy interesante y es lo que nos estaba explicando. También nos estaba explicando que todo el bosque a donde ella camina está lleno de robles, tiene muchas hectáreas y en los mismos robles se pueden encontrar diferentes tipos de agallas. Entonces, había alguien que preguntaba en el chat que qué tipo de agallas eran porque eran diferentes a las que ella tenía también en otra región de Francia. Entonces, era lo que estaban discutiendo. Y bueno, nos enseñó otras que se veían más como peludas y decía que esas también las utiliza, que tienen mucho tanino, pero son más difíciles de utilizar. Y así nos estaba enseñando los diferentes tipos de agallas. Oui, merci. Ok, estaba leyendo lo que dijo Liz. Bon, pour finir, parce que je pense, c'est quoi la chimie pour toi? Ben, l'alchimie, en fait, c'est plein de choses parce que moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de romans historiques, donc il y avait toujours quelque chose qui était lié à. Enfin, souvent dans les romans comme ça, on parle d'alchimie. Donc il y a le côté, euh, on va dire un peu ésotérique, magique, quelque chose de mystérieux. Donc il y a ce côté-là. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans la teinture, il y a un côté un peu magique. Et d'un autre côté, il y a le côté ben, chimie. En fait, hein, c'est pour moi c'est l'ancêtre de la chimie. Et donc là aussi, on le retrouve dans la teinture parce qu'on fait la chimie, on fait la chimie verte, on fait la teinture avec des plantes. Donc et en fait, on transforme le vivant. Euh, et on modifie, en fait, on fait quelque chose de, de- de différent avec des plantes. Mais à la base, on part de quelque chose de vivant et je trouve ça assez beau de mettre de la couleur sur les textiles et donc, du coup dans sa vie, quoi. Ok, attends. Bueno, le pregunté qué significaba la alquimia para ella, ya para empezar a terminar. Y ella dice que la alquimia, bueno, son varias cosas. Ella de chica leía muchas novelas históricas y siempre hacía referencia a algo que tenía que ver con la alquimia. Entonces, la alquimia es como algo mágico, esotérico, pero también lo encontramos en el teñido también, porque el teñido también tiene ese lado mágico. Entonces, de un lado está ese lado alquímico, pero también está esa parte química. Entonces, hacemos al final teñidos con plantas, entonces transformamos lo vivo
y modificamos y hacemos algo diferente. Entonces es eso, empezar con algo vivo y transformarlo. Mais tu penses à ton travail artistique comme une chemin alchimique, peut-être? Je sais pas si c'est un chemin alchimique, mais si l'alchimie c'est la transformation, obligatoirement, puisque à partir du moment où tu crées quelque chose, que tu transformes quelque chose, tu pars du vivant, tu transformes la matière, tu transformes la couleur. Donc oui, il y a un côté alchimique, mais le côté alchimique, il est dans les deux sens à ce moment-là. C'est-à-dire que toi, tu transformes quelque chose, mais la chose se transforme aussi parce que le travail, euh, soit les outils. Par exemple, moi, mes crochets sont tout déformés. Donc moi, je transforme le crochet, mais le crochet par exemple, j'ai des blessures aux mains quand je fais du crochet, je vais avoir des coupures quand je fais de la broderie, je vais avoir les mêmes bleus quand je fais de l'indigo. Donc, c'est une transformation, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, tu transformes la matière, mais la matière et les outils aussi te transforment. Le corps, il y a un impact sur ton corps et c'est obligatoirement. Enfin, je ne sais pas si tu le vois comme ça, moi je le vois comme ça en tous les cas. Ah, attends, parce que parfois j'entends pas très bien. T'as dit quoi comme la dernière phrase? Désolée. Que moi je pense que obligatoirement le fait que tu sois dans la transformation du vivant, obligatoirement il y a aussi le retour dans l'autre sens, euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir une modification. Le travail modifie le corps obligatoirement. T'as des déformations, tu vas avoir des douleurs parce que tu travailles de telle manière, tu vas avoir les mêmes bleus, tu vas avoir voilà. Et en même temps, ça obligatoirement, ça impacte sur ta manière de penser. Ok, ok, désolée. C'est parce que parfois il y a comme ça s'entend pas très bien. Merci. Ok, bueno, le pregunté que si ella piensa en su trabajo como un camino alquímico, de cierta manera, y ella dice que no sabe si realmente como un camino alquímico, pero al final si la alquimia es transformación y lo que se hace a la hora de estar tiñendo es transformar la materia y el color, entonces sí hay un lado alquímico. Pero un lado alquímico también de los dos lados, en donde tú transformas algo, pero también como que a partir de las herramientas te transforman como que también a ti. Entonces, por ejemplo, cuando bordas, hay un impacto. Entonces, al final tú estás transformando algo vivo y hay como un regreso en cierta forma hacia ti, entonces se modifica el cuerpo y hay un impacto también en tu cuerpo. Entonces es como una transformación doble, en cierto sentido. No sé si quieras agregar algo más de lo que dije, Vanessa. Non. Porque no sé si te bien, si no hice bien la traducción como dijiste. Non, Uh, non, está bien. et tu penses que c'est une activité qui t'aide à guérir? Je sais pas, qui te transforme. On sait que ça te transforme, mais tu penses que ça t'aide un peu tes émotions, guérir, Alors, je sais pas. euh, je sais pas. Je sais pas. En tous les cas, je peux pas te dire. Guérir, ça veut dire que t'as des blessures et on en a tous. Donc, est-ce que ça guérit? Je sais pas. Mais en tous les cas, euh, c'est une certitude que ce que je fais, ce que je dois faire. C'est ce que comment le dire autrement? Euh, Quand tu penses que tu es au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est juste ça. Euh, Quand tu es en adéquation entre ton esprit et ce que fait ta main. Voilà, une adéquation et être en accord en fait avec ce que tu as envie d'être et ce que tu as envie de faire. Après, est-ce que ça guérit quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être, certainement, il faudrait demander à un psy. Je ne sais pas. Ok, attends. Le pregunté que si cree que es una actividad que de alguna forma la ayuda a sanar. O sea, porque sabemos que dijo hace rato que la transforma, pero quería saber si también siente que la ayuda a sanar de cierta forma. Ella dice que realmente no sabe, que en todo caso todos tenemos como heridas y si sana, no sé, pero en todo caso hay una certeza como de cuando sabes que estás en el lugar correcto a la hora correcta
de, de tu espíritu, de qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres hacer. Entonces, eso es lo que, lo que piensa Vanessa. Y t'as des projets colorés ou projets textiles pour l'avenir? Ou je sais pas, on peut profiter aussi pour que tu nous montres tes travaux parce que tu n'as pas montré tes Je vais tissus. pas montrer. Bon, alors dans les projets, je suis en attente, mais parce que ça a été reporté, normalement, il va y avoir une expo, mais ça, je le dirai sur Instagram. Normalement, il va y avoir une expo au mois d'avril. Donc, et après, je continue les ateliers. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais te montrer. Attends, je suis obligée de remettre le. Bueno, mientras le digo, dice que le pregunté que cuáles eran sus proyectos que tenía para futuro, proyectos coloridos, y dice que ahorita está esperando, pero que normalmente va a haber una expo el próximo año, entonces está viendo eso, ya lo va a informar en sus redes sociales. Recuerden seguir a Vanessa, está como Vanessa-Boudet, para que la sigan también y vean toda la información. Entonces nos va a enseñar también algunos tejidos, textiles que ella ha teñido, porque hace rato se nos olvidó enseñarlos. Ok, alors, tu vas nous montrer? Je voulais saluer, j'ai vu passer Eric Sinatora et je voulais en profiter. C'est un photographe et je voulais en profiter aussi pour saluer mes amis photographes parce que en fait, on a parlé que de textile et de création, mais en fait, toutes les années que j'ai passées avec le groupe de photos et avec mon maître de photographie, c'est Jean-Luc Haribo. Ça a été très, très inspirant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des gens qui ont été et qui sont toujours. Enfin, voilà, c'est des gens que j'aime, avec qui j'aime être, hein, et donc voilà, bon, c'était en passant. Bon, je vous montre ça. Ok, Alors, ahorita les cuento lo que dijo, pero mientras nos va a enseñar las telas. Ajá, pardon. Ça, je l'ai fait avec ma maman il y a 3 ans. C'est un patchwork. Eso lo hizo con mi mamá hace 3 años. Ajá. C'est difficile. Mais c'est un patchwork, ¿no? Oui, c'est un patchwork. En fait, il est assez grand. En fait, c'est plusieurs techniques de shibori. Es un patchwork que tiene diferentes técnicas de shibori. Se está haciendo para atrás para que lo puedan ver porque es muy grande. Ok. On ne peut pas le voir en entier. Alors, celui-là, je suis en train de le faire. Il n'est pas fini. Là, je suis en train de travailler. Lo está haciendo, no está terminado todavía. Donc, pueden ver que está también bordado encima, ¿no, Vanessa? Oui, alors il y a plusieurs techniques. Il y a de l'impression, du shibori, impresión, shibori, teinture des fils, teñido de los hilos et la broderie. Y el bordado, como les dije. De momento no está, il n'est pas fini. Ajá, todavía no lo termina, pero está en eso. Y este es otro, donde también tiene shibori. Oui. Là aussi, alors là, il y a l'éco-print, du shibori et de la broderie. Ecoprint, shibori y bordado. Ecoprint, recuerden que es cuando se estampan hojas o flores en las telas. Ok. Muy lindo, Vanessa. Bon. Et après, il y a les écharpes, mais bon, il y a beaucoup de, voilà, bueno, beaucoup de choses après. También hace bufandas y otras cosas, pero bueno, ahorita nos enseñó eso. Y bueno, hace rato me estaba preguntando que, bueno, estaba también saludando a sus amigos fotógrafos, porque ella ahorita habló de textiles, pero también tiene una parte muy importante en la fotografía, con mucha gente que también la inspiró, con muchos maestros. Entonces eso era lo que estaba diciendo hace ratito. Estaba saludando a sus compañeros fotógrafos. Entonces,
Bon, juste pour finir, quel message donneriez-vous à d'autres artistes ou designers qui souhaitent poursuivre leurs rêves, sus sueños? Je ne sais pas si je peux donner des Ah, mais conseils à oui, d'autres bien personnes. sûr. Qu'est-ce que je dirais? C'est que je sais pas. Franchement, je sais pas que quand tu penses que tu dois faire quelque chose, à un moment donné, il faut se décider et le faire. Voilà, voilà, il faut se lancer. À un moment donné, il faut se lancer et il faut s'y tenir. Et ça, c'est plus difficile parce que on voit que le côté agréable du travail. Là, on parle que du côté agréable, mais c'est pas toujours simple d'être contente. Voilà. Donc il faut s'y tenir et il faut avancer et surtout écouter les conseils, oui, mais suivre son chemin en fonction de ce qu'on a vraiment envie de faire et de ce qu'on est prêt à faire à un moment donné. On va dire, je pense, je sais pas encore si l'amie à laquelle je pense, Jussara, elle est en train de regarder ou si elle regardera plus tard. Mais souvent, elle me dit, ah, tu veux pas faire ça ou ça ou ça, et je lui dis non, je suis pas prête. Et tant que t'es pas prêt à faire quelque chose, tu le fais pas, mais quand t'es prêt, fais-le. Attends. Ok. Le pregunté que qué mensaje le daría a otros artistas o diseñadores que quieren seguir sus sueños. Entonces ella dice, primero dijo, bueno, no sé bien qué decir, pero dice que cuando piensas en hacer algo, hay que decidirse y hay que hacerlo. Hay que lanzarse y luego también hay que aguantar, que a veces es la parte más difícil, porque a veces no es simple, pero es eso, hay que aguantar, hay que seguir, hay que escuchar consejos y también seguirlos dependiendo si es lo que queremos hacer o no, porque estaba diciendo que tiene una amiga que no sabe si nos está viendo, que luego le dice, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, pero a veces uno no se siente listo para hacer ciertas cosas. Entonces hay que hacer las cosas cuando uno se sienta listo y una vez que se sienta listo, pues hay que lanzarse y seguir. Eso fue lo que nos dijo Vanessa. Merci, Mais Vanessa. écoutez quand même les conseils parce que en général, si tu as des amis qui sont bienveillants, euh, quand tu as quelqu'un qui est là, quand il y a des personnes qui sont là pour te soutenir dans un travail, un travail artistique ou souvent toute seule, c'est bien aussi d'avoir un soutien et de pas rester seul. Ok, dice que de todas formas sí hay que, o sea, recordemos que sí hay que seguir los consejos, sobre todo si tienes amigos brillantes o amigos que están ahí apoyándote, siempre está bien tener a alguien y no estar sola. Entonces, bon, je sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre ou si quelqu'un veut faire des questions, je sais pas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Vanessa. Yo, aparte de que te tengo que dar las gracias, sinon, moi, j'ai rien d'autre à dire, à part te remercier. Et merci pour ceux qui sont connectés, que c'était pas facile pour moi de parler devant la caméra. Mais voilà, merci. Ah, Et no, c'est tout. merci a toi. Bueno, dice que quiere agradecer por estar aquí y que, bueno, para ella no fue fácil estar frente a la cámara. Entonces, muchas gracias, Vanessa, por haber aceptado. Y, ok, il y a Liz qui dit gros bisous, Vanessa. Liz nos manda besos. Orcompon dice un grand merci, Vanessa, pour ta passion. Et après, il y a Anna Chispa qui demande comment ils font l'indigo synthétique. Bon, ça c'est compliqué. Ah, alors, non, j'ai pas la réponse, mais j'ai travaillé plusieurs années avec des profs de chimie et une des profs justement avec des produits de synthèse à fabriquer un petit peu d'indigo synthétique, mais je ne connais pas les produits chimiques, les produits de synthèse pour le faire, mais elle l'a fait en quelques minutes. Et Donc, il faisait quoi, pardon? moi,
moi, je faisais des ateliers dans un lycée avec les profs de chimie. Je travaillais Oui. avec elle et un jour, pour s'amuser, elle s'est dit, tiens, on va faire de l'indigo de synthèse. Donc, elle a fabriqué de l'indigo de synthèse avec des produits chimiques devant moi, mais je connais pas les produits. Moi, je les Ah, connais ok, pas. ok. Mais les profs de chimie, oui. Ok, bueno, alguien nos preguntó que cómo hacían el índigo sintético y ella dice que, bueno, realmente ya no tiene la respuesta, pero que muchos años trabajó con una profesora de química y ella dijo sí, solo como para probar o divertirse, dijo que estaría interesante hacer el índigo sintético, entonces Vanessa no conoce los ingredientes que se utilizan, pero bueno, estuvo presente mientras lo hacían con esta profesora de química. Ah, ok, il y a quelqu'un qui demande bonjour, j'ai loupé le début, est-ce que cela sera posté sur Instagram? Ah oui, oui, tout sera sur Instagram. Tu peux chercher sur mon profil, je sais pas comment dire. Et sinon aussi sur YouTube, je vais écrire sur YouTube, tu peux trouver tous les. Ah, attends, non, attends, pardon, j'ai fait une erreur. Ah oui, sur YouTube, tous les programmes sont postés là-bas. Et il y a en français, il y a en anglais, il y a en espagnol, mais bon, il y a pas mal en français. Donc, bueno, alguien preguntó que si pueden encontrar esta entrevista en el Instagram guardada. Y bueno, para los que sepan los demás, sí, todos los programas que hacemos cada 8 días están en mi perfil de Instagram, lo pueden encontrar ahí guardado. Y si no, también escribí ahorita en el chat. En YouTube subo todos los programas también, están como Sicuri Colors. Recuerden que si hablan español no hay problema porque todos están traducidos al español. Y bueno, hay unos que están puro español, algunos están francés-español, otros inglés-español, pero bueno, ahí los pueden ver todos. De rien. Entonces, merci beaucoup Vanessa. Merci vraiment pour être avec moi et pour nous raconter ton histoire. Muchas gracias Vanessa por haber estado con nosotros y contarnos tu historia. Si no había sido tú, no lo habría hecho, te lo digo de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es una buena forma de empezar el 2022. Sí, era un reto para mí, c'était un vrai défi de le faire. Mais bon, ça me fait plaisir de te voir, parce que c'est pas souvent qu'on se voit, alors ça me faisait plaisir. C'est ça. J'aime bien ça aussi. Bueno, entonces muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que cada jueves a las 11 de la mañana estamos haciendo entrevistas. Les digo a diferentes tintoreros, diseñadores, artistas. Algunas son en español, francés o inglés, pero todas tienen traducción al español. Entonces, para que se unan a nosotros cada semana. Ah, merci beaucoup Vanessa. Merci pour tout le monde qui a regardé en français. Bon, chaque semaine, il y a des différents entretiens. Il y a des entretiens de designers, teinturiers, artistes. C'est chaque semaine, les jeudis à 18h France. Et bon, si vous voulez regarder des autres entretiens, il y a quelques-uns qui sont en français. Il y a des autres qui sont en anglais ou en espagnol, mais quelques-uns sont sous-titrés. Oui, je pense que je viens de dire. Sous-titrés donc, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Donc, merci beaucoup. Muchas gracias, Vanessa. Adiós. Adiós.